et on va parler donc des épilepsies et comorbidités psychiatriques. Alors, en effet, les conséquences psychiatriques de l'épilepsie ont été déjà incluses depuis 2005 dans la définition de l'épilepsie elle-même par la Ligue internationale contre l'épilepsie. Et donc, ils sont considérés comme, ils font partie intégrante du tableau clinique et non pas comme une comorbidité. Et en effet, donc, les épilepsies donc, étaient considérées depuis cette date comme des maladies neuropsychiatriques, puisqu'un épileptique sur 3 va présenter ces comorbidités. Et donc le risque de développer un trouble psychiatrique caractérisé reste 2 à 5 fois plus élevé chez l'épileptique par rapport à la population générale. Et leur existence va être à l'origine d'une mortalité plus importante à cause des accidents, des suicides, des addictions, etc. Alors, les relations qui existent entre ces deux troubles, l'épilepsie et les troubles psychiatriques, sont bidirectionnelles, puisque tout syndrome psychiatrique va augmenter le risque de développer également une épilepsie. Et un autre problème, c'est que l'existence de l'épilepsie va modifier les critères de définition qui sont utilisés par les classifications internationales, ce qui rend un peu le diagnostic difficile. Et dans ce cadre, il faut toujours essayer de distinguer la période périictale où les symptômes accompagnent généralement une crise, la période post-ictale où les troubles vont survenir après un intervalle libre au cours duquel le patient retrouve son état normal, et les troubles interictaux qui n'ont pas de lien chronologique avec les crises. Et aussi, il faut rappeler qu'il existe certains syndromes psychiatriques qui restent spécifiques aux patients épileptiques. Et donc, l'évaluation et la prise en charge de ces troubles nécessitent une formation spécifique et surtout une bonne interaction entre les psychiatres et les épileptologues. Et c'est pour cette raison qu'un acronyme qu'on appelait EPIPSI a été déjà proposé pour définir ce champ de cette interaction. Alors, je vais traiter par manque de temps, donc je vais traiter un peu les troubles psychotiques, les syndromes dépressifs et les troubles anxieux. On ne peut pas traiter le reste, hein, d'autres aspects vont être traités dans les sessions suivantes. Et donc, on commence par les troubles psychotiques, et il faut savoir que leur prévalence est comprise entre 3 et 9%. C'est-à-dire qu'ils sont 8 fois plus fréquents dans l'épilepsie par rapport à une population contrôle. Et là, le contexte de survenue de ces troubles par rapport aux crises permet de distinguer essentiellement 4 cadres principaux. Les psychoses ictales, où les symptômes sont l'expression de la décharge épileptique, les psychoses post-ictales, donc qui suivent les crises après un intervalle libre, les psychoses interictales, où les symptômes sont liés à l'existence de l'épilepsie, mais il n'y a pas de relation chronologique avec les crises. Enfin, certains concepts, on parle de normalisation forcée ou de psychose alternante, où l'apparition des troubles psychotiques se font à l'occasion d'un contrôle parfois parfait des crises. Et sans oublier le rôle également des médicaments anti-crise qui peuvent être aussi à l'origine de ces troubles. Alors on commence par les psychoses ictales. Donc on a dit que les symptômes sont la conséquence de la décharge épileptique qui est enregistrable. Et généralement, l'électroencéphalogramme permet de faire le diagnostic. Mais il faut savoir que ce sont des psychoses qui restent exceptionnelles. Déjà, les crises ont une durée très brève, ça ne dépasse pas 2 minutes dans la majorité des cas. Et aussi, donc, les symptômes sont généralement associés aux autres symptômes de la crise épileptique, en particulier dans les crises temporales et dans les crises frontales. Et donc, l'ensemble des symptômes est rattaché directement au mécanisme critique. Pour les psychoses post-ictales, là, après une salve de crise épileptique, et généralement, il existe un
post-critique. Alors le tableau, même s'il est très spécifique, il reste encore malheureusement largement sous-diagnostiqué, essentiellement lorsque les crises passent inaperçues chez des personnes qui vivent tout seuls ou bien lorsqu'on a des crises essentiellement morphéiques. Et aussi un autre élément qui explique cela, c'est la durée du trouble qui est généralement brève puisque c'est un trouble qui va durer dans 80% des cas en moins d'une semaine. Et sur le plan sémiologique, donc on va retrouver essentiellement des symptômes thymiques qui sont présents dans plus de 90% des cas, des hallucinations visuelles avec des scènes terrifiantes et qui vont être évocatrices lorsqu'elles sont au premier plan. Et dans ce cadre particulier, le risque de comportement dangereux, auto- ou hétéro-agressif est élevé, ce qui justifie leur diagnostic. Et la terminaison se fait aussi de façon brusque. Et on dit que comme si le patient était dans un état de rêve. Donc ça commence brutalement et ça part brutalement. Et généralement, ces psychoses post-ictales vont compliquer une épilepsie temporale réfractaire qui évolue depuis plus de 10 ans. Et ceci, on le retrouve dans pratiquement 80% des cas. Et on dit que ces psychoses post-ictales sont fréquentes, ils sont dangereuses à cause de ces troubles de comportement et ils sont curables. Alors pour les psychoses interictales, généralement, ce sont des tableaux qui correspondent à des schizophrénies. Et ils regroupent là aussi 4 entités distinctes. Les psychoses interictales brèves, des psychoses qui sont chroniques, des psychoses alternantes et des psychoses en rapport avec les médicaments, les anti-épileptiques. Les principaux facteurs de risque de ces psychoses interictales restent des antécédents personnels et familiaux de troubles mentaux, des troubles d'apprentissage et ou des troubles intellectuels, et aussi les épilepsies focales pharmacorésistantes qui évoluent de façon très importante. Généralement, ce sont des épilepsies qui évoluent plus de 15 ans. Mais il faut savoir qu'on peut les retrouver dans 20% des cas, même dans le cadre de certaines épilepsies généralisées, même idiopathiques. Alors, dans ce cadre des psychoses interictales, on a dit qu'on a des psychoses interictales brèves, c'est-à-dire ils ont une durée d'évolution qui ne dépasse pas les 3 mois et on les rencontre essentiellement dans le contexte où l'épilepsie est vraiment bien équilibrée. Et donc, soit il y a carrément une réduction très importante des crises ou une normalisation complète de l'électroencéphalogramme. Les tableaux cliniques restent très variables, mais là aussi, quand on a un délire d'interprétation avec des hallucinations et des symptômes thymiques, ça reste très évocateur. Et ce sont des tableaux que l'on rencontre dans 60% des cas chez la femme jeune. Pour les troubles psychotiques interictaux qui sont chroniques, ils vont durer plusieurs mois, voire des années. Et là, ils répondent aux critères de la schizophrénie avec quelques petites nuances sémiologiques. Ce sont des patients qui vont avoir peu de troubles du cours de la pensée et peu d'indifférence affective. Et aussi, ils ont des fluctuations de l'humeur qui sont très importantes. Et généralement, l'épilepsie débute avant l'âge de 10 ans et il existe pratiquement un intervalle d'au moins 14 ans qui sépare le début de l'épilepsie avec l'apparition du trouble psychotique. Et lorsqu'elles existent, ils sont à l'origine d'une surmortalité importante puisque 30% des épileptiques de ces patients vont décéder entre les âges de 25 et 50 ans. Et donc, c'est très important de poser le diagnostic. Enfin, donc, le rôle des médicaments antiépileptiques ou anticrises, et là, il faut savoir que tous les antiépileptiques sont considérés comme potentiellement responsables. Et surtout, lorsqu'on a un changement récent dans le traitement qui se voit dans pratiquement 30% des cas. Les molécules qui restent le plus à risque sont le topiramate, le zonisamide, le lévétiracétam, la phénitoïne et le vigabatrin. Les tableaux aussi cliniques sont très variables et la durée varie de quelques jours ou 3 mois. Donc ce sont des psychoses qui restent brèves, qui sont en rapport avec les médicaments.
Alors, sur le plan de prise en charge, la survenue d'un trouble psychotique chez un épileptique nécessite une prise en charge qui doit se faire par étapes. La première étape, il faut caractériser le syndrome en fonction de sa chronologie par rapport aux crises, pour distinguer essentiellement les psychoses post-ictales des psychoses interictales. Ensuite, deuxième étape, il faut évaluer la sévérité du trouble pour décider ou non de la prescription éventuelle en fonction de l'intensité des symptômes, et aussi, il faut anticiper les interactions médicamenteuses qui sont très importantes. Alors, dans les psychoses post-ictales, le traitement neuroleptique reste essentiellement symptomatique. Le trouble dure peu de temps et il peut être résolutif sans même le traitement. Et la prise en charge des psychoses interictales ne diffère pas significativement de celle des schizophrénies en général. Et troisième étape qui est aussi fondamentale, c'est qu'il faut évaluer les facteurs dépendants de l'épilepsie. Et c'est là où il faut voir est-ce qu'il n'y a pas l'introduction d'un nouvel antiépileptique qui a été à l'origine de cette étape psychotique. Chercher est-ce qu'il y a une polythérapie qui est mal adaptée, un surdosage, des effets indésirables ou tout simplement une aggravation du syndrome épileptique. Et c'est l'occasion aussi de repenser le traitement antiépileptique. Et donc là, il faut envisager de retirer le sevrage progressif des antiépileptiques les plus à risque de troubles psychiatriques et aussi l'évaluation des effets, particulièrement lorsqu'on a entre les mains des antiépileptiques inducteurs enzymatiques qui peuvent altérer le contrôle du tableau clinique. On passe aux troubles dépressifs, et là aussi, il faut savoir qu'un épileptique sur 4 va souffrir d'une dépression au cours de sa vie. Et cette prévalence dépasse les 50% dans le cadre des épilepsies réfractaires. Les relations aussi entre épilepsie et troubles dépressifs sont bidirectionnelles, puisque l'existence d'une dépression va multiplier le risque d'apparition ultérieure d'une épilepsie par 3. Et normalement, le diagnostic repose sur les critères des DSM-5 qui sont, il faut la présence d'au moins 5 des 9 critères que vous connaissez, en particulier la tristesse de l'humeur et l'anédonie. Et il faut que ces symptômes doivent évoluer depuis au moins 15 jours pendant tous les jours. Ça, c'est de façon générale. Mais dans l'épilepsie, il faut savoir que ces états dépressifs ne peuvent être classés avec le DSM que dans 50% des cas. Et ceci parce que déjà, certains items peuvent être en rapport avec les antiépileptiques, en particulier le phénobarbital, le topiramate, zonisamide, levétiracetam et le vigabatrin. Là, on a aussi une grande variabilité des symptômes au cours du temps, donc ce qui complique un peu le diagnostic. Cependant, la plainte qui reste au premier plan est l'anédonie, et il faut savoir aussi chercher les symptômes psychotiques qui peuvent être associés, et surtout une comorbidité avec l'anxiété qui est particulièrement fréquente. Et un autre élément très important, c'est qu'il faut savoir qu'il existe des syndromes dépressifs transitoires qui vont durer 24 à 48 heures, et ceci essentiellement dans 50% des cas d'épilepsie focale pharmacorésistante. Alors malgré cette brièveté de la durée, ils peuvent comprendre des idées suicidaires avec même des risques de passage à l'acte. Alors l'évaluation clinique nécessite donc une exploration systématique et orientée donc chez tout épileptique, et il faut faire attention à des symptômes annonciateurs, surtout lorsqu'on a des plaintes somatiques insistantes. Et des fois, la dépression commence par ce biais, avec des céphalées tenaces, des lombalgies, des douleurs digestives, ou bien une rupture dans le fonctionnement de l'individu qui est souvent repéré par l'entourage, ou bien lorsqu'on a un climat interprétatif inhabituel avec des idées de préjudice. Et au moindre doute, donc, on a des autoquestionnaires qui nous permettent de faire le diagnostic. Et c'est important de faire ce diagnostic parce que l'existence d'une dépression chez un épileptique va perturber le contrôle de l'épilepsie. Ce sont des patients qui ressentent de façon anormale
les effets secondaires des antiépileptiques, même minimes. Et donc ceci va conduire à des changements de traitement parfois intempestifs. Et lorsqu'on donne, si on pose le diagnostic et on utilise un antidépresseur, on va améliorer de façon notable le contrôle des crises. Alors pour la prise en charge, là aussi quand on suspecte une dépression, il faut évaluer les effets, d'abord les effets indésirables et la toxicité des antiépileptiques récemment introduits, et il faut savoir qu'il existe certaines molécules, surtout les inducteurs enzymatiques, en particulier la carbamazépine, avec l'hyponatrémie qu'il peut engendrer, et là il peut aussi donner des symptômes qui vont perturber le fonctionnement du patient. Et il faut savoir aussi que la dépression, elle peut être la conséquence de l'introduction d'un antiépileptique qui est dépressogène ou bien l'arrêt d'un antiépileptique qui est stabilisateur de l'humeur. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut toujours vérifier. Et lorsqu'on pose le diagnostic, donc là aussi, on a une psychothérapie ou bien un traitement médical qui se fait en fonction de l'intensité de la dépression. Si elle est légère, on peut commencer par une psychothérapie, mais si l'intensité est modérée ou sévère, donc on va utiliser essentiellement la molécule qui reste de première intention, c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Alors bien entendu, à chaque fois qu'on a des troubles, des idées suicidaires ou a fortiori une tentative de suicide, donc là l'admission en psychiatrie devient obligatoire, et lorsqu'on a des symptômes psychotiques, donc là on peut associer un neuroleptique à l'antidépresseur. Pour la troisième catégorie, ce sont les troubles anxieux, et là aussi vous voyez que ces troubles anxieux vont affecter 20 à 27% des patients qui présentent une épilepsie, donc ce qui est énorme, et ils vont avoir un impact fortement négatif sur leur qualité de vie. Et là, malgré donc ces chiffres, souvent il y a un retard ou carrément une absence de prise en charge parce qu'il est considéré, il est banalisé, considéré comme une réaction normale face à la maladie épileptique. Et là aussi, comme pour les autres troubles, il faut distinguer les troubles périictaux des troubles interictaux. Alors pour les troubles périictaux, ils peuvent survenir avant ou après, juste après la crise, avec des symptômes très variables, ou bien ils peuvent survenir au moment de la crise et vont être à l'origine donc de comportements de peur et de cognition qui sont anxieuses. Alors pour les troubles anxieux interictaux, donc là on a essentiellement 5 tableaux différents avec l'anxiété anticipatoire. On peut avoir donc une phobie des crises, un trouble panique épileptique, et donc là souvent ce sont des attaques de panique qui vont être difficiles de distinguer des crises. Et ils peuvent conduire là aussi à des attitudes intempestives, à des changements intempestifs dans le traitement, alors qu'il s'agit d'un trouble panique. Il y a l'anxiété sociale épileptique, et aussi, après, surtout chez les patients qui vont présenter des crises sévères ou traumatisantes, ils peuvent développer ce qu'on appelle un stress post-traumatique épileptique. Et là aussi, il faut savoir que certains antiépileptiques peuvent engendrer aussi des troubles anxieux, en particulier le lévétiracétam, la thiagabine et la lamotrigine. Alors, le dépistage peut se faire. Déjà, on a quelques questions qui peuvent nous mettre sur la piste. Avez-vous souvent peur d'avoir une crise, ou bien pensez-vous régulièrement à la survenue d'une prochaine crise? Donc ça peut déjà nous mettre la puce à l'oreille. Sinon, il y a aussi donc des autoquestionnaires généraux pour l'anxiété généralisée, mais aussi on a des questionnaires qui sont propres à l'épilepsie qu'on peut utiliser. Alors, et lorsqu'on a des symptômes anxieux, il faut évaluer leur sévérité, leur intensité, leur retentissement sur l'individu, sur la famille, sur la société. Et il faut chercher, donc c'est un élément très important, l'a dit, que les troubles anxieux sont souvent comorbides, soit avec des troubles dépressifs, soit surtout à des attitudes d'addiction, particulièrement à l'alcool ou aux benzodiazépines. Et dans ce cadre-là, une évaluation par un psychiatre spécialisé peut être requise afin d'initier la prise en charge et le traitement.
Alors, cette prise en charge, donc là, on distingue essentiellement 3 situations. Pour les troubles anxieux iatrogènes, donc là, il faut obligatoirement arrêter l'antiépileptique qui est incriminé et substituer un autre qui est mieux toléré, comme la prégabaline, la gabapentine ou bien le clobazam. Pour les troubles anxieux périictaux, là, le traitement dépend essentiellement du contrôle des crises. On peut optimiser le traitement antiépileptique et aussi engager un traitement en fonction de la tolérance psychiatrique. Et certains auteurs proposent de démarrer un traitement pour éviter le passage à des troubles anxieux interictaux. Pour les troubles interictaux, justement, donc, il nécessite une prise en charge à la fois neurologique et psychiatrique, basée sur une psychothérapie et l'optimisation du traitement antiépileptique avec la prescription d'un psychotrope. Et on peut déjà démarrer avec un antihistaminique, un anti-anxiolytique ou une benzodiazépine pour une courte durée, ne dépassant pas 12 semaines. Mais si l'état anxieux persiste, on peut passer à une anxiolyse de fond qui devient nécessaire avec un traitement de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine ou bien les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Alors pour conclure, on dira que les comorbidités psychiatriques sont surreprésentées chez les épileptiques par rapport à la population générale. Le lien est bidirectionnel entre les deux. Cette sémiologie psychiatrique a des spécificités dans l'épilepsie et qui est essentiellement en rapport avec la chronologie de la survenue des symptômes par rapport aux crises. On a des autoquestionnaires qui sont simples, rapides et performants qui nous permettent de poser le diagnostic et que la prise en charge thérapeutique doit tenir compte de la prescription des antiépileptiques et surtout des interactions médicamenteuses. Je vous remercie.